Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 13e masterclass de Blast. Vous le savez maintenant, tous les mois, on vous met à disposition une longue présentation qui s'intéresse en profondeur aux problématiques de notre temps présent. Après une plongée dans les outils de la révolution, on se demande aujourd'hui comment faire face à la répression au niveau politique, juridique et intellectuel. Notre invitée, l'avocate et militante Elsa Marcel, s'attache à analyser l'inflation juridique des dernières années au regard de l'émergence d'une contestation de plus en plus profonde du modèle capitaliste. Les masterclass sont disponibles en exclusivité pour nos abonnés, avant d'être, quelques mois ensuite, mis en ligne sur YouTube. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa Marcel, je suis avocate et militante à Révolution Permanente. On est nombreux à avoir constaté l'accumulation de dispositifs répressifs et antidémocratiques au cours de ces dernières années, et l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir un peu pourquoi, comment et surtout comment repolitiser notre rapport à la justice et à la répression. Pour commencer, je voudrais peut-être donner quelques éléments sur ce à quoi on assiste, en particulier depuis 2015 et peut-être même depuis 2016, avec, en France notamment, l'accumulation extrêmement importante de dispositifs répressifs, antidémocratiques, l'extension absolument inouïe de l'application des dispositifs dits antiterroristes, en particulier depuis l'instauration de l'état d'urgence en 2015. Tout le monde aura remarqué que il n'y a quasiment pas une année sans que soit adopté un nouveau dispositif qui restreigne les droits et libertés. On pense évidemment, et je le disais, à tout simplement l'entrée dans le droit commun des dispositifs alors issus de l'état d'urgence appliqués d'abord par François Hollande, mais on peut penser à cette liste qui est quasiment une liste à l'après-vert avec la loi anti-casseurs pour répondre au mouvement des Gilets jaunes, avec la manière dont, par exemple, l'infraction d'apologie du terrorisme a été retirée de la loi sur les délits de presse de 1881 pour rentrer dans le droit commun et qui sert à réprimer de façon très forte et très rapide tout un tas, en réalité, de délits d'opinion. On pense évidemment à la loi sécurité globale, à la loi séparatisme ou encore à la loi sur le renseignement. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas analyser cette dynamique comme quelque chose d'absolument unilatéral. La réalité, c'est qu'en France, mais aussi partout dans le monde, ce à quoi on assiste, c'est la conséquence de la dernière grande crise du système capitaliste, la crise de 2008, où c'est une crise économique extrêmement conséquente, où c'est une vague de chômage de masse, de licenciements, et ça exprime en réalité l'incapacité du système à offrir une réponse à une grande majorité de la population. Et qu'est-ce qui se passe dans ce type de situation ? Et je pense que sur ce terrain, la notion de crise organique, qui est beaucoup utilisée par un intellectuel et un communiste italien qui s'appelle Gramsci, est intéressante. Lui, il décrit la situation selon laquelle, quand les mécanismes de consentement se grippent, c'est-à-dire tout ce qui suscite l'adhésion à un système, et son adhésion en réalité pacifique, donc en réalité les mécanismes un peu classiques du fonctionnement de la démocratie libérale, le suffrage universel, le vote, le bipartisme, le fonctionnement à peu près démocratique des médias, quand tout ça se grippe, pour continuer à diriger, les classes dominantes sont obligées de renforcer les mécanismes de coercition. Et c'est ce à quoi on assiste en réalité de manière quasiment continue, je le disais depuis 2016, où on voit qu'on dirige de plus en plus par 49.3, où des manifestations sont extrêmement réprimées, qu'il s'agisse de répression policière violente ou qu'il s'agisse de répression judiciaire et de condamnation de peines de prison ferme à l'endroit de militants, syndicaux, écologistes, sans compter évidemment tout ce qui est, et on y reviendra, mais la répression qui frappe les jeunes des quartiers populaires. Et dire ça, c'est comprendre une chose, c'est que en réalité, c'est aussi une réponse aux dynamiques de lutte qui existent et où en France, et je le disais, mais aussi partout dans le monde, on a assisté quasiment à un mouvement de lutte national par an depuis 2016. Si on se refait un peu cette chronologie, on pense bien sûr à la loi travail, qui a été une des grandes vagues de politisation pour les militants de ma génération, le premier grand mouvement de lutte qui a été en fait entre 2010 et 2016. Mais aussi, à peine quelques années après, la bataille contre la réforme du rail, la bataille dans les universités contre la loi OR, contre l'instauration de la sélection. Je pense évidemment aux Gilets jaunes, un mouvement d'une radicalité extrême que personne n'avait vu venir, qui a vraiment mis à la défensive le gouvernement, mais aussi à la lutte contre la réforme des régimes spéciaux en 2019, où Paris a été absolument paralysé. Puis ensuite, s'en est suivi une année sur laquelle je pense que c'est intéressant de revenir parce que ça peut synthétiser un peu cette double dynamique que je décris. L'année qu'on vient de traverser avec des luttes extrêmement intenses pour les salaires et contre l'inflation au début de l'année dernière à travers la grève des raffineurs qui a en réalité paralysé le pays de manière suffisamment intense pour que ce soit remarqué internationalement. Les mois de lutte contre la réforme des retraites avec des manifestations massives qui ont réuni
États-Unis jusqu'à 3 millions de personnes. Et enfin, les révoltes contre les violences policières à la suite de la mort de Naël. C'est dans ce contexte un peu général que je vais essayer de structurer mon propos en 3 parties. D'abord, revenir sur l'évolution un peu récente des dispositifs législatifs et surtout de la dynamique politique qui les sous-tend, et en particulier à travers des expériences de lutte et de répression qui ont eu lieu l'année dernière, avant de... à mon avis, essayer de développer pourquoi est-ce que l'enjeu fondamental du mouvement syndical, du mouvement politique, associatif et de l'ensemble du mouvement social, c'est de repolitiser profondément le rapport à la justice et à la répression en puisant dans l'héritage des grands mouvements de lutte des années 60. Et donc, pour revenir sur la dynamique politique et la réponse répressive à laquelle on a assisté au cours en fait, de l'ensemble de l'année 2022-2023, je voudrais donner quelques éléments et peut-être prendre un petit peu en amont de ça, puisque je le disais initialement, mais il n'y a quasiment pas une année sans qu'on assiste à l'adoption d'un nouveau dispositif répressif. Et on a commencé effectivement l'année 2022 dans tous les débats autour des dissolutions d'organisations, des dissolutions d'associations, où à l'aide des dispositifs adoptés dans la loi séparatisme, il y a eu un bond absolument considérable de ce type de procédure qui vise en fait de façon très hétérogène différents types d'organisations. Ils ont commencé par attaquer le CCIF ou des organisations de défense des droits des musulmans pour en fait élargir ça à tout un tas d'organisations du mouvement social. Je pense évidemment au Soulèvement de la Terre ou encore à des groupes antifascistes ou bien au collectif Palestine vaincra. Et il me semble que en fait cette offensive, elle est significative, mais qu'il faut pas la prendre de manière isolée. Et comme je le disais, on aurait tort de penser qu'on est face à un seul rouleau compresseur qui avance de manière unilatérale. Et il faut plutôt comprendre comment est-ce que ces dispositifs s'inscrivent en réponse à des poussées du mouvement social, des poussées de la lutte des classes, et que c'est aussi l'expression d'un gouvernement fébrile qui n'arrive plus à produire un consensus et à produire un discours idéologique convaincant pour la majorité de la population. Et si on regarde ce qui s'est passé au cours de l'année précédente, on a un échantillon de tout un tas de secteurs sociaux qui sont mobilisés, qui sont entrés en lutte de manière extrêmement intense. Moi, je pense d'abord évidemment à la grande grève des raffineurs qui, à l'automne 2022, a marqué l'actualité du pays puisque, en fait, elle a paralysé les stations-service et elle a imposé sur le devant de la scène le fait que les salaires, ça devait être une actualité nationale, que c'était pas un problème boîte par boîte de négociation individuelle, mais qu'en réalité, c'était un enjeu tout simplement pour pouvoir vivre dignement à la hauteur de l'inflation. On a vu paraître des revendications telles que l'indexation des salaires sur l'inflation, qui est quelque chose d'extrêmement important parce que ça montre que effectivement les salaires, c'est pas un problème, je veux dire, d'ordre privé entre tel patronat de branche et tel secteur de travailleurs, mais que c'est en réalité un enjeu politique national. Et je trouve que ce qui est significatif pour discuter précisément de ces dispositifs répressifs, c'est la manière dont l'État et le gouvernement ont répondu, et notamment par la réquisition très rapide de ces raffineurs grévistes. Moi, j'en ai défendu un certain nombre, tant pendant la grève pour les salaires que pendant la réforme des retraites, et j'y reviendrai. Et je pense qu'il faut prendre un peu la mesure de ce que ça exprime, puisqu'il faut savoir qu'en France, le droit de grève, c'est une des conquêtes les plus importantes du mouvement ouvrier, et notamment avec un acquis important dans le secteur privé, qui est que la grève, c'est aux travailleurs d'en décider le moment, la nature, la modalité, et que ce qui est très intéressant, c'est que par ailleurs, c'est une initiative d'ordre personnel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays, comme en Angleterre ou ailleurs, où il faut l'obtention de la majorité des organisations syndicales pour déposer un préavis de grève, prévenir en amont, etc. En France, il n'y a rien de tout ça, précisément parce que c'est un pays qui a des conquêtes sociales très importantes par la grève. Et la manière dont l'État a d'abord répondu à ce phénomène-là, c'est par en fait des réquisitions de travailleurs et puis par un débat absolument constant auquel on assiste encore aujourd'hui. Il y a par exemple là une grève des contrôleurs. Je veux dire, les plateaux télé sont inondés de discussions selon laquelle il faudrait réduire le droit de grève, empêcher de faire grève pendant les vacances, imposer que la grève reconductible soit impossible, etc. Et la réquisition étant en fait la modalité la plus brutale de ça, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout simplement des policiers qui vont remettre à des travailleurs, devant leur famille, devant leurs enfants, des arrêtés de réquisition qui leur imposent de travailler, je veux dire, avec une reprise forcée du travail, alors qu'il faut savoir que les réquisitions, initialement, c'est un dispositif qui a été adopté en temps de guerre et qui est censé répondre à un besoin fondamental de la nation. Or là,
c'est intéressant puisqu'on voit jusqu'à quel point les intérêts d'une multinationale comme Total et les intérêts du gouvernement sont liés, puisque visiblement les intérêts fondamentaux de la nation à ce moment-là, c'était tout simplement que Total puisse reprendre sa production et tout simplement engranger plus de profits. Et je tiens à développer ça. Et vous le verrez, c'est important parce que pour moi, on ne peut pas dissocier toutes les formes de répression, que ce soit celles qui frappent directement les travailleurs comme dans ce type de situation, que ce soit celles qui se sont développées plus tard. Parce que le deuxième, à mon avis, élément saillant des moments répressifs, et encore une fois, sur cette question de réquisition, je pense que ce que le gouvernement est en train de faire avec le prochain dispositif auquel on va assister, c'est des lois qui permettent de restreindre le droit de grève. Ils sont en train de voir est-ce que c'est possible de l'interdire dans des secteurs privés. C'est déjà interdit, c'est déjà restreint de manière significative dans le secteur public. Mais je pense que la prochaine offensive antidémocratique, elle va toucher de manière extrêmement ferme le droit de grève, y compris dans le secteur privé. Pour moi, un deuxième moment saillant de la répression de l'année dernière, elle répond au fait qu'on a assisté à un mouvement de grève extrêmement massif. Enfin, je le rappelle, mais il y avait 94% des actifs qui étaient opposés à la réforme des retraites. Il y a eu des manifestations avec des millions de personnes. Il y a eu des phénomènes de grève reconductible. Il y a eu une opposition très, très ferme, non seulement évidemment au contenu antisocial de la réforme, mais aussi aux méthodes gouvernementales, en fait, et à la nature profondément antidémocratique du 49.3, au rôle qu'a joué le Conseil constitutionnel pour faire adopter la réforme. Et c'est à partir de là qu'il y a eu aussi beaucoup plus de manifestations dites sauvages aux abords de la Concorde, etc., et où il y a eu un niveau de répression extrêmement important, où on était un certain nombre d'avocats à se rendre disponibles autant qu'on pouvait parce que les gardes à vue se comptaient par centaines. Mais il faut quand même prendre la mesure du fait que c'est l'expression d'un gouvernement très, très à la défensive. Et je pense que l'autre événement marquant de cette année, de combat et de lutte extrêmement frontale avec effectivement les intérêts du gouvernement et plus généralement des classes dominantes, c'est ce qui s'est passé à partir du mois de juillet, fin juin, début juillet, où pour moi on a assisté à quelque chose d'extrêmement profond, la révolte à la suite de la mort de Nahel, et à laquelle je pense qu'il faut donner toute son importance politique. On a assisté effectivement à un déferlement, encore une fois, sur les plateaux télé, de discours selon lequel c'était une bande de sauvages qui avait absolument rien compris, qui était complètement dépolitisée et dont l'intérêt c'était de piller des footlockers. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Pour avoir défendu un certain nombre de jeunes passés en comparution immédiate et de mineurs placés en garde à vue, déférés, etc., je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est joué à ce moment-là et de la manière dont le gouvernement entend répondre et pourquoi est-ce que la séquence dans laquelle on est aujourd'hui, elle s'inscrit dans la continuité de ça. Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes des quartiers, qui est un secteur évidemment extrêmement opprimé par la police, totalement exposé à la pauvreté à laquelle imposée par l'inflation, la baisse des salaires et cette situation austéritaire et de misère en fait qui se massifie de plus en plus. Et ce qui s'est joué autour de la mort de Nahel, c'est que c'est révélé à une échelle absolument massive et puis surtout incontestable ce que c'est que la réalité de la violence policière dans ces quartiers-là. Comment est-ce qu'un policier peut tuer à bout portant un jeune à peine adulte de 17 ans. Et à partir de là, la profondeur de la colère qui s'est exprimée, à mon avis, elle permet de comprendre la brutalité de la répression par laquelle l'État a répondu. Moi, j'ai assisté des jeunes qui me disaient de manière très claire, moi, en fait, Nahel, ça aurait pu être moi. Et quand je vois la mère de Nahel, je pense à ma mère. Et ces jeunes-là, pour beaucoup, ils sont descendus dans la rue. Et je pense que le gouvernement a pris peur à un niveau extrêmement profond et s'est dit, mais si aux raffineurs, si à tous les jeunes, les lycéens, les jeunes scolarisés, à tous les grévistes, il faut rajouter cette jeunesse-là très, très radicale parce qu'elle n'a rien à perdre, en fait, on va devoir sauter. Et c'est pour ça qu'ils ont tout mis en œuvre pour réprimer avec une violence absolument abominable ce secteur de jeunes-là en faisant tout pour les dissocier du mouvement social qui venait à peine de se terminer. Comme si c'était des sauvages, des barbares, des gens qui avaient rien dans le crâne, alors que c'est tout l'inverse. Et il faut voir la manière, la boucherie judiciaire qui s'est déroulée dans les tribunaux à ce moment-là. C'était une application extrêmement stricte des circulaires Dupond-Moretti qui disait deux choses. Pour les mineurs, déferment systématique. Donc moi, j'ai assisté des gamins de 13 ans qui ont passé presque 56 heures en privation de liberté avec 48 heures de garde à vue, un déferment, qui sortent traumatisés, qui avaient du mal à parler, à s'exprimer tellement ils étaient choqués. Mais c'est aussi des comparutions immédiates avec des peines de prison ferme
pour des vols de paquets de gruyère ou simplement le fait d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Et je pense qu'il faut prendre la mesure des débats qui étaient menés à cette époque-là, où on entendait des sénateurs qui nous disaient mais en fait, il faudrait mettre des comparutions immédiates pour des mineurs, il faut pénaliser les parents. Et je pense qu'il faut, à mon avis, se rendre compte que tout ça, ça concerne déjà tout le monde, pas que les jeunes de quartier populaire, et que c'est face à ce type de projet politique qu'on va devoir s'affronter pour en réalité continuer à pouvoir revendiquer une société meilleure où on n'a pas à souffrir de la faim, du chômage, des violences policières et de l'oppression plus en général. Et ça m'amène à détailler le dernier point saillant, à mon avis, de la séquence plus récente, avant de rentrer un peu dans le détail de comment est-ce qu'on peut puiser dans l'héritage des luttes anti-répression pour s'armer politiquement face à la prochaine séquence. Mais le dernier moment, à mon avis, de cette séquence, c'est celui de la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine, parce que je pense que c'est encore une fois la même chose. Il faut prendre ça dans la continuité de toute la situation, où on sortait d'un an, de lutte quasi continue, avec un gouvernement poussé dans ses retranchements, avec des casserolades, avec Macron qui pouvait plus mettre le nez dehors, avec un Rassemblement national très, très à la défensive, et de voir comment est-ce qu'ils se sont servis des révoltes après Naël pour en réalité repasser à l'offensive avec un matraquage judiciaire extrêmement fort. Et puis, c'est encore sur la base de ces dispositifs, de cette offensive idéologique-là, qui sont en train de réprimer aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À partir du 7 octobre et des attaques du Hamas et le moment où la question palestinienne est redevenue une actualité internationale importante, partout dans le monde se sont développées des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien pour demander l'arrêt des bombardements, un cessez-le-feu, le retrait des troupes israéliennes à Gaza, la fin du génocide, etc. Le seul pays, peut-être en concurrence avec l'Allemagne, où on a assisté à une répression de cette ampleur, c'est la France. Et je pense pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur de façon extrêmement vive du fait que se généralise un sentiment anti-impérialiste dans la jeunesse, qu'on renoue avec les grands mouvements anti-guerre qui ont pu exister dans les années 60 contre la guerre d'Algérie, et le fait que toute une génération très, très en crise avec ses perspectives d'avenir, que ce soit sur la question écologique, que ce soit sur leur avenir social, mais que ce soit aussi la jeunesse des quartiers contre en fait l'oppression de la police et le racisme systémique, que toute cette génération-là exprime de manière ouverte dans la rue par des manifestations sa solidarité avec le peuple palestinien et surtout sa critique de la politique de l'État français et de son soutien inconditionnel à Israël. Et donc on a assisté à cette séquence-là où ils se sont servis de tous les outils qu'ils ont mis en place en fait depuis 2016 de manière progressive, consciente, méthodique pour réprimer de manière extrêmement importante toute forme de solidarité qui s'exprimait. Donc ça a commencé par les interdictions de manifester que j'ai eu l'occasion de contester, mais c'était une situation délirante, quoi, où en fait manifester en France, c'était devenu interdit. Il fallait contester ça au tribunal administratif avec des issues incertaines, ça dépendait des situations. Et puis une méthode qui consistait à distribuer massivement des contraventions pour punir toutes celles et ceux qui avaient un drapeau palestinien, un kéfier, un autocollant, etc., quoi. Et je milite aussi dans un collectif d'avocats qui s'appelle le collectif d'action judiciaire. Et à cette occasion, on a rédigé un kit pour essayer de contester les amendes, pour essayer aussi de donner des conseils aux gens qui voulaient s'exprimer malgré cette offensive-là. Et je pense qu'on y assiste encore. Ou, comme je le disais, l'infraction d'apologie du terrorisme qui, depuis 2014, est sortie de la loi de la presse. Donc, c'est-à-dire que c'est plus un délit d'opinion qui se débat sur le terrain de la liberté d'expression, mais c'est dans la mentalité, je veux dire, dans la logique de l'infraction. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la première marche vers le terrorisme en tant que tel, quoi. C'est pour comprendre un peu la logique qui sous-tend cette réforme. Avec cette infraction-là, ils ont frappé de manière extrêmement forte tout un tas de secteurs de la population, parfois des gamins dans des lycées, parfois des militants syndicaux, parfois des dirigeants d'organisations politiques. Et je pense que l'intention, elle était double. Déjà, de mettre sous pression la gauche anti-impérialiste, d'empêcher qu'un discours alternatif s'exprime et d'essayer d'hégémoniser de manière extrêmement forte l'opinion publique sur la question palestinienne et, dans un second temps aussi, de réprimer, encore une fois, pour moi, les populations musulmanes, ici de quartiers populaires, etc., en leur faisant peur. Et si je dis tout ça, et j'y reviendrai, c'est pour essayer de montrer la nature un peu générale de ces dispositifs répressifs, qu'en fait, ils touchent
tous les secteurs de la population dès lors qu'ils relèvent la tête. Ça touche les militants syndicaux, ça touche les militants écologistes, ça touche les jeunes des quartiers populaires, ça touche les populations musulmanes ou assimilées, ça touche les organisations politiques qui expriment un discours alternatif. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de penser un discours politique d'ensemble et pas une succession de techniques juridiques éparses et déconnectées les unes des autres. Et c'est ça que je voudrais détailler dans un second temps, comprendre comment, en tant qu'avocate, mais aussi en tant que militante politique, la manière de nous préparer politiquement à cette accumulation et d'y répondre, en fait, la manière de répondre à cette accumulation de dispositifs répressifs et liberticides, elle se doit aussi d'avoir une boussole politique un peu profonde et de comprendre comment c'est au service d'un système politique d'ensemble, mais d'un système politique en crise, qui a besoin, en fait, de la matraque pour se maintenir, qu'on doit aussi, nous, formuler des réponses qui nous permettent de nous affronter à cette dynamique générale. Pour ça, on a un héritage qui, à mes yeux, est très méconnu. Moi, je suis avocate et jamais à la fac de droit, au cours de vos études, on vous expliquera qu'il y a, par exemple, une théorie marxiste du droit extrêmement riche, non seulement d'abord à travers les écrits de Marx lui-même, mais au-delà de ça, de juristes russes, révolutionnaires, comme par exemple Pachoukanis, qui a écrit une théorie générale du droit à l'aide de la pensée marxiste, ou même de militants politiques qui, depuis des années, qu'on pense évidemment aux bolcheviks, et j'y reviendrai, mais plus récemment, on pense évidemment aux avocats de la décolonisation, à tous les militants et avocats politiques des années 70, qui ont une accumulation théorico-politique et une pratique du droit très connectée à la lutte des classes qui nous permet de penser ces objectifs-là. En France, on a effectivement une tradition très importante de politisation de la répression et de la lutte politique dans les tribunaux. J'y reviendrai. Mais si je dis tout ça, c'est parce qu'avant de rentrer dans le détail des acquis sur lesquels on peut s'appuyer de cette époque-là, c'est parce que je pense que très souvent, quand on est avocat, et avocat militant ou avocat du mouvement social, on nous demande beaucoup des kits anti-répression, de savoir comment on se défend face à la répression, quels sont les tips un peu à mettre en place. Et je vais les détailler parce que c'est un des aspects de la préparation politico-juridique, mais il faut comprendre que ça suffit pas. Et sur ce point, j'aimerais bien citer un document de Lénine qui est très connu, qui est sa lettre aux camarades emprisonnés, qui date de 1905, où il explique pourquoi, certes, il répond à des camarades à lui qui sont emprisonnés, et il lui dit, bien sûr, il y a en fait le b.a.-ba à connaître, mais par contre, ça suffit pas, il explique de cette manière, il dit « Les réflexions anticipées que voici ne doivent nullement être considérées comme un essai de solution du problème. Il faut attendre que l'expérience nous ait quelque peu éclairés, et pour le moment, les camarades auront le plus souvent à s'inspirer des circonstances concrètes et de l'instinct du révolutionnaire. » Donc, dit comme ça peut paraître un peu maximaliste. J'essaierai de détailler ce qu'il veut dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une logique plus profonde qui sous-tend les conseils qu'on peut donner. Avant de la détailler, je vais donner quand même quelques éléments en sens. Effectivement, le collectif d'action judiciaire et puis d'autres groupes d'avocats et de militants anti-répression produisent régulièrement des conseils. Et je pense que le plus important d'entre eux, et celui qu'on diffuse souvent, c'est celui de garder le silence en garde à vue. Et c'est intéressant de voir que nous, on dit ça aujourd'hui comme si voilà, c'était un problème un peu actuel, immédiat, etc. Mais en fait, c'est des pratiques qui sont très anciennes. Moi, je renvoie au même type de référence, mais c'est intéressant. Révolutionnaire qui a participé à la révolution russe, qui a écrit ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression, par exemple, et qui détaille exactement la même logique pour une raison très simple. Il dit, au stade de l'instruction, bon, l'instruction, c'est l'enquête, mais je veux dire, ça se défend pour la garde à vue, il faut garder le silence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a aucun élément sur le dossier, on ne sait pas ce qu'ils ont en face. Très souvent, il y a beaucoup de bluffs. Si certains d'entre vous ont déjà été en garde à vue, c'est le moment où on vous dit on a une vidéo où on te voit faire ça, il y a ton ADN sur tel ou tel truc, de toute façon, ton pote, il a déjà témoigné. À ce stade, on ne sait rien. Dans beaucoup de cas, c'est faux. Et c'est la raison centrale pour laquelle on n'a aucun intérêt à donner des informations alors qu'on est dans une situation profondément inégale. C'est pour ça que dans la grande majorité des cas, on a intérêt à pas donner des informations à quelqu'un qui ne les détient pas.
Et c'est pour ça que le silence en garde à vue, c'est quelque chose qui permet en réalité d'être sûr de ne pas s'auto-incriminer, d'être sûr de ne donner aucune information sur soi-même ou sur d'autres qui pourrait nous porter préjudice. Et c'est une manière de mieux se préparer pour le temps de l'audience, où là, la logique s'inverse dans la perspective d'une défense politique, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Il y a parfois des défenses judiciaires plus strictes, mais je m'adresse à celles et ceux qui sont intéressés par les principes de défense politique. La logique s'inverse au moment de l'audience, puisque c'est précisément le moment public où on a la capacité en fait de s'adresser, et encore une fois c'est des formules d'un révolutionnaire, mais de dire de s'adresser par-dessus la tête des juges aux masses. Et c'est le moyen en fait de populariser son propos, son combat. Et c'est ce que font en réalité beaucoup de militants aujourd'hui. C'est pour ça que ces conseils juridiques, le silence en garde à vue, la capacité d'exercer tous ses droits, c'est-à-dire demander un avocat. Il faut savoir que la présence de l'avocat en garde à vue, c'est une conquête assez récente, qui date de 2011. Avant, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue. Et c'est un acquis démocratique important, puisque l'avocat, dans ce cadre-là, même s'il n'a pas de capacité très importante à ce stade, c'est une espèce de contrôleur des libertés qui permet de vérifier que on vous a permis d'exercer vos droits, mais je veux dire, il faut toujours demander un avocat, il faut toujours demander un médecin, puisque déjà, ça permet tout simplement de vérifier que vous êtes en bon état de santé, que vous n'avez pas été violenté, etc. Mais c'est aussi un des droits, je veux dire, qui vous est dû, donc qu'il faut exercer presque par principe, je dirais. Et surtout, comprendre que la garde à vue, c'est un moment, moi, que je trouve en réalité, à mon avis, très difficile de l'étape judiciaire et qui est faite pour ça. C'est-à-dire que c'est des conditions de détention extrêmement dures. Dans l'immense majorité des cas, c'est insalubre, c'est sale, c'est angoissant. C'est quasiment le niveau d'un mitard dans une prison. Et c'est fait pour, en fait. C'est fait pour marquer très, très fortement celles et ceux qui passent par là. C'est aussi comme ça que, je veux dire, même une procédure où parfois c'est classé, vous avez été en garde à vue, comme ça a été le cas pendant la réforme des retraites, puis vous êtes sorti sans rien, mais vous vous en rappelez de votre passage en garde à vue. Et je pense que ça joue aussi un rôle psychologique et d'intimidation très très fort. Et c'est pour ça que c'est important, malgré tout, de s'y préparer, à la fois politiquement, en comprenant que c'est qu'un moment de la défense, qu'il ne faut pas miser tout sur ça, que l'essentiel se joue même après, mais aussi en étant effectivement préparé juridiquement, en sachant comment réagir, en anticipant même les possibles conséquences de ce moment-là, quoi. J'ai donné quelques conseils un peu rapides sur comment se préparer juridiquement et aussi peut-être un peu psychologiquement à une garde à vue. Avant de rentrer dans le détail de quelques grandes étapes de l'histoire de la lutte politique dans les tribunaux qu'on a connue en France dans des grands moments d'affrontement de classe, quelques idées sur la défense politique et comment articuler en fait le principe de connaître ses droits, de les exercer, et puis le rôle de la politisation du procès sur un terrain un peu général. Une phrase qui moi, me semble intéressante, c'est la phrase que donnait Vergès, qui disait dans le cadre de procès politiques, c'est-à-dire de procès où vous êtes poursuivi parce que vous êtes militant, parce que vous avez fait une action politique, parce que vous avez dit quelque chose de politique qu'on vous reproche. Il disait, sans politiser le moment de l'audience, qui, une fois encore, je le rappelle, c'est différent de la moment de la garde à vue ou de l'instruction, où on est en train, en fait, un peu de placer ses pions, d'identifier les possibilités du dossier, de savoir ce qu'ils n'ont pas, etc. Je veux dire, Jacques Vergès disait cette phrase, il disait si on ne politise pas ce type de procès qui sont déjà politiques, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que l'État le choisit, c'est la conception du combat du taureau dans l'arène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Et à l'inverse, face à effectivement une situation où on a des outils où on n'est pas à armes égales, la politisation du procès, c'est ce qui peut nous permettre de en fait, nous réarmer et de donner un écho important en fait, à ce qui est en train de se dérouler. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un moment de la vie judiciaire du pays qu'il faut connaître, c'est le procès de Georges Ibrahim Abdallah. Vous savez peut-être que cette année, son avocat Jean-Louis Chalancet a déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle, que c'est le prisonnier politique le plus ancien de France.
Ça va faire 40 ans en fait qu'il est en détention et puis c'est un des prisonniers politiques, le premier ou le deuxième, le plus ancien d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître même la genèse de ce procès-là et de voir comment est-ce que c'est en réalité un des scandales judiciaires les plus importants et pourtant très méconnus, où il faut savoir par exemple que son avocat, au moment de son procès, c'était un agent. Il s'appelle Jean-Paul Mazurier. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Ange Noir, une taupe dans l'affaire Abdallah ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un agent de la DGSE. Il faut savoir que même Yves Bonnet, qui était le patron de la DST à cette époque-là, qui a joué un rôle important en fait dans la capture de Abdallah, son incarcération, etc., dit aujourd'hui dans la presse que c'est un acharnement judiciaire qui est incompréhensible et s'intéresser à ce qu'on appelle l'affaire Abdallah et notamment à travers le livre qu'a écrit Saïd Bouamama. C'est très intéressant pour prendre la mesure de ce que l'institution judiciaire peut aussi donner dans certaines situations quand elle est déterminée à aller jusqu'au bout, à faire un exemple, à répondre à une séquence politique plus en général. C'était la séquence politique des années 80, etc. Et en réalité, à passer outre aussi un certain nombre de garanties démocratiques pourtant existantes. Et dans ce type de situation, on voit bien que si on s'en tient à une défense strictement juridique, c'est très difficile, ne serait-ce que d'obtenir gain de cause, y compris sur l'issue d'un procès en particulier, parce qu'on voit que l'enjeu, en fait, il se situe ailleurs. À partir d'un moment où vous avez un avocat qui est en réalité un infiltré des services secrets, comment voulez-vous que ce soit possible de construire une défense juridique qui tienne la route? Et je pense que ces moments de l'étape de la vie judiciaire de l'État français, ils sont intéressants pour prendre la mesure aussi de ce que ça peut donner des procès politiques de cette ampleur. Et c'est avec ce type d'exemple que je voudrais finalement rentrer un peu dans le détail et qu'on s'intéresse à 3 grands moments de la lutte politique dans les tribunaux qui ont existé en France, et à commencer par les grands combats des avocats anticoloniaux à partir des années 50, où des collectifs s'étaient montés pour défendre en fait les militants algériens, avec des grands noms comme Jacques Vergès ou Gisèle Halimi, et qui jouaient un rôle très intéressant à mon avis, et qui encore une fois sont des moments méconnus en fait. Les parcours universitaires et professionnels auxquels on est formé quand on est avocat ou juriste, alors que pourtant c'est des moments fondamentaux, et de voir comment est-ce que ces équipes d'avocats-là, au service d'un projet politique qui était clair, qui étaient des militants parfois proches du Parti communiste, en tout cas avec un engagement anti-impérialiste extrêmement clair, qui ont fait le choix en fait de mettre leurs compétences techniques et juridiques au service d'un projet politique. Et à partir de là, on fait beaucoup d'expérimentations, à la fois sur le terrain technique. C'est des collectifs d'avocats qui ont tout utilisé de la procédure, beaucoup d'incidents d'audience, qui ont essayé de contester la compétence des tribunaux français en partant du principe que en fait l'Algérie c'était un pays indépendant. Donc on voit comment il y a une imbrication en fait des revendications politiques et des méthodes de défense, mais aussi sur un terrain directement politique et idéologique, en reprenant la logique peut-être de Vergès, qui est de dire en fait on peut pas se contenter d'un combat avec comme si on était un taureau dans l'arène. On a besoin de s'adresser au-delà de l'arène, parce que c'est avec la solidarité du mouvement de masse, des mobilisations, qu'on arrivera à peser. Et comment est-ce que, par exemple, les procès de militantes comme Jamila Boupacha, Jamila Bouhired ont en réalité joué un rôle énorme dans la révélation des phénomènes de torture, par exemple, qu'exerçait l'État français à l'encontre des militants algériens, de la pratique du viol, et comment est-ce que, à partir d'une position défensive, où c'était des militants accusés évidemment de terrorisme ou de faits très graves, ces avocats-là ont réussi à faire en sorte que les pratiques coloniales, que ce soit du viol, de torture, deviennent un sujet d'indignation de masse, en exerçant une pression politique très très forte sur l'issue de ces procès-là. Les procès des militants anticoloniaux et des militants du FLN, ça a aussi été les procès des pratiques de disparition. On connaît évidemment le cas de Maurice Audin, mais c'est à partir des prétoires des tribunaux que c'est devenu une question prise en charge par l'opinion publique. Le fait que l'Algérie a été en réalité le laboratoire de ce qui a pu se produire ensuite en Argentine, par exemple, lors de la dictature militaire. Et tout ça, il y a une imbrication extrêmement étroite avec le rôle des avocats engagés politiquement
au service d'une Algérie indépendante et d'une lutte contre le colonialisme, mais à partir des outils et des techniques juridiques qu'ils avaient accumulés et qu'ils maîtrisaient. Et je trouve que ces exemples, ils permettent de comprendre comment on ne peut pas dissocier, dans le cas de grands procès politiques de cette ampleur, la maîtrise d'une technique parfaite et le contenu politique de ce qu'on défend. Et comment, au contraire, l'un alimente l'autre et respectivement. La deuxième grande étape, à mon avis, de la politisation de la répression et de la lutte dans les tribunaux, c'est évidemment ce qui se passe dans les années 70 à la suite du grand mouvement de lutte qu'a été mai 68. Et ça sort pas de nulle part non plus, puisque c'est une génération d'avocats qui quand même prend la suite de ces avocats anticoloniaux, de l'expérience qu'avait fait Vergès et bien entendu d'autres. Je disais Halimi, mais leurs confrères et consoeurs, politisés plus dans les années 50, dans le giron un peu large du Parti communiste. Et ce qui se produit ensuite dans les années 70 à la suite de mai 68, c'est aussi une autre grande étape de la lutte politique des avocats, parce que c'est un grand moment de l'affrontement de classes et de la lutte des classes à l'échelle internationale. C'est une grève de millions de personnes, c'est une politisation de toute une génération de jeunes contre l'oppression d'un système politique à bout de souffle et qui rencontre par ailleurs une colère ouvrière extrêmement forte autour de revendications nationales très importantes. Ça va être la politisation de toute une génération de jeunes, puisqu'il y a aussi l'accumulation de dispositifs répressifs très très forts, la dissolution d'organisations, des interpellations en masse. Et c'est le moment où toute cette génération qui se politise, par exemple à la fac de Nanterre, où il y avait même un comité de grève étudiant qui s'était fondé spécialement autour des questions juridiques, commence à penser sa pratique en lien avec les besoins du mouvement. Donc on assiste à tout un tas d'étudiants, de jeunes avocats qui s'organisent, qui se réunissent, qui militent et qui, de une, offrent leurs services un peu comme les interventions d'urgence qui existent aujourd'hui, mais à tous les militants réprimés, qui donne une importance fondamentale au rôle de la classe ouvrière dans les mouvements sociaux, donc qui aussi se lie beaucoup aux grandes grèves ouvrières de cette époque et des années 70, et qui, par ailleurs, pour tout un secteur de cette génération, découvre aussi ce que c'est que le milieu carcéral, après des incarcérations politiques de dirigeants de mouvements comme par exemple la gauche prolétarienne, alors que jusqu'à aujourd'hui, les questions carcérales, c'était vraiment une préoccupation d'une minorité de secteurs de la population. Les avocats de cette génération, et je pense par exemple à Henri Leclerc, sont des militants qui sont forgés proches de l'extrême gauche trotskiste ou maoïste, et qui ont un certain nombre de principes politiques et qui vont essayer de le consolider autour d'un collectif qui s'appellera le Mouvement d'action judiciaire, qui a quelques grands principes. Parmi eux, on peut trouver le fait de poser la question des avocats comme des alliés en fait des travailleurs, des travailleuses, des classes populaires et de la classe ouvrière, c'est-à-dire d'en combattre la dimension corporative, isolée de la société, comme si en fait les avocats avaient tous les mêmes intérêts, complètes pour la CGT ou complètes pour Total, entre guillemets. Et dans les années 70, cet élément de corporation était beaucoup mis en débat, de la même manière que les modalités de pratique du métier. Il y avait tout un tas de discussions sur le fait qu'il aurait fallu en fait que la défense judiciaire ce soit un service public au même titre, par exemple, que la santé, et qu'il puisse y avoir une forme de sécurité sociale pour les avocats, parce qu'en réalité, quand on est quelqu'un de pauvre, qu'on ait un problème de famille, de logement, de travail ou un problème avec la justice pénale, très souvent, on est en fait confronté non seulement à une détresse importante, mais en plus au fait qu'on va devoir payer de sa poche des frais qui sont extrêmement importants. Et c'était quelque chose qui était beaucoup mis en cause dans les années 70. On entend beaucoup moins ces débats aujourd'hui, y compris à gauche, alors que je pense que c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là où il y avait aussi les débuts de pratiques un peu alternatives. On peut se rappeler de l'hôtel d'Ornano, qui est une espèce de permanence qui a été fondée par Henri Leclerc et par d'autres, où en fait tout le monde pouvait pousser la porte de cet endroit qui était situé du côté de Barbès, qu'on ait des problèmes de la vie quotidienne, le critère étant pas tant la spécialité universitaire qu'on avait acquise, mais plutôt le camp social dans lequel on se situait. Et on partait du principe que si on défendait les travailleurs et les classes populaires, on devait être en mesure de répondre à tous les types de problématiques auxquelles ils pouvaient être confrontés. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est comment, à partir de cette époque-là, on a assisté à une politisation des questions judiciaires et à une prise en charge directe du problème du procès pénal par des organisations politiques. Je pense à la fondation de tout un tas d'organisations, que ce soit le GISTI, que
soit le groupe d'information prison, qui permettent en fait de partir d'une position défensive avec à un moment où des militants étaient poursuivis. C'est notamment le cas de la gauche prolétarienne, dont le journal avait été interdit, dont le dirigeant avait été emprisonné. Comment est-ce qu'à partir de cette position défensive, l'enjeu c'était de déclencher en fait une vague d'opinion favorable, de dénoncer la nature partielle de la justice, la brutalité de l'enfermement carcéral, en sollicitant des figures comme Sartre, par exemple, qui était capable de faire des manifestations avec Foucault, évidemment, en bas de la prison de la Santé. Comment est-ce qu'ils ont fait, par exemple, des contre-procès du patronat à l'issue d'un grand drame qui avait eu lieu où un ouvrier était mort, et comment ils avaient fait le procès du patronat avec Sartre en procureur pour en réalité démontrer la nature de classe de la justice qui est capable de condamner à de la prison ferme un voleur de pommes et évidemment de relaxer systématiquement ce qu'on appelle les délinquants en col blanc. Et il y avait vraiment une pratique extrêmement large de ce type de questions. Et je pense que ça, c'est un enjeu très important. Et ça m'amène un peu au troisième volet de ce que je veux discuter, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un écart entre le niveau d'offensive que mène le gouvernement et la préparation politique de l'ensemble du mouvement social, qu'il s'agisse du mouvement syndical ou d'autres types de mouvements de lutte. Et on a besoin de résorber au maximum cet écart pour voir comment aussi le terrain de la répression, ça peut être le lieu de bataille politique offensive qui nous permettent d'avancer et de faire de nouvelles conquêtes. Pourquoi est-ce qu'il y a cet écart ? Je pense que c'est parce qu'à partir des années 80, il y a eu un recul important de ce type de pratique politique dans les tribunaux, pour deux raisons principalement. Il y a eu un double mécanisme de répression, cooptation de la vague de lutte des classes qui s'était exprimée dans les années 70. Il y a eu, je le disais, un mouvement évidemment de décolonisation à l'échelle internationale, de lutte des classes extrêmement forte partout dans le monde et en particulier en France. Et c'est un mouvement qui a profondément traumatisé les classes dominantes du monde entier et en particulier françaises et qui ont ensuite cherché par tous les moyens à reprendre la main. Deux symptômes de ça. À partir des années 80, on assiste à l'échelle européenne à une vague de répression des mouvements de lutte extra-parlementaires, que ce soit la fraction armée rouge en Allemagne, les brigades rouges en Italie, Action directe en France, où il y a eu des vagues de répression très très dures. L'exemple symptomatique, c'est la RAF en Allemagne avec Ulrike Meinhof et ses camarades qui ont fini par mourir en prison, etc. Mais surtout, la manière dont ça a été pris en charge à partir des années 80, c'est beaucoup autour de ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand en France et puis des lois Cossiga en Italie, c'est-à-dire de la construction de la figure du repenti, qui permet de dire en réalité, t'auras pas de poursuite ou t'auras une peine plus faible si tu nous donnes les noms des autres militants et si tu renonces publiquement à faire de la politique, à tes idées, etc. Et ça a joué un rôle double. Ça fait que, d'une part, il y a eu des vagues de répression très dures envers une génération de militants, mais aussi qu'il y a eu une dépolitisation progressive des questions de répression politique, quelle que soit en réalité l'orientation de ces différents groupes militants, parce que je veux dire, faut prendre la mesure du fait qu'il y avait un foisonnement politique dans la jeunesse et plus en général dans le monde ouvrier à cette époque-là. Il y avait des partisans plus du maoïsme, du trotskisme, tout ce qui se revendiquait plus de la lutte politique extra-parlementaire, de l'action directe, etc. Mais quelle que soit l'orientation politique et quoi qu'on en pense, nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont l'État a pris en charge ce problème militant-là. Et je pense que c'est un truc que décrit très bien Vanessa Kodachoni dans son bouquin. Comment est-ce qu'à partir des années 80 et dans les années 90, il y a une dépolitisation progressive des questions des procès politiques. C'est-à-dire c'est la notion contradictoire du fait d'avoir supprimé les juridictions spécialisées, parce qu'il y avait des juridictions spécialisées pour le traitement de ce type de cas, d'avoir supprimé en fait les cours de justice spéciales pour avoir en fait fait aujourd'hui, comme dirait Margaret Thatcher, au moment où elle répondait aux militants de l'IRA, de dire il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a que des criminels. Et je pense que cette logique-là, c'est celle qui est très majoritaire aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de détentions politiques. Si on pense à tous les gilets jaunes qui ont été incarcérés, c'est, à mon sens, des prisonniers politiques et on devrait en demander la libération. Si on pense à toutes celles et ceux qui font les frais en raison de leur engagement d'une mesure de prison ferme ou de condamnation très lourde, c'est aussi des prisonniers politiques, sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment traité de manière la plus large sous l'angle de la répression du droit commun. Et à mon avis, une des tâches qu'ont les avocats, les militants ou les juristes qui s'intéressent
aux problèmes de la justice, de la lutte politique dans les tribunaux, de l'articulation entre les poussées du mouvement social et les réponses répressives de l'État, c'est de voir comment réduire ce fossé générationnel et reprendre à notre compte les traditions les plus vives qui ont été expérimentées par les avocats que j'ai pu citer, que ce soit Gisèle Halimi, Henri Leclerc, Vergès, pour être à la hauteur en fait de la séquence qui est en train de s'annoncer. Et pour moi, ça implique plusieurs choses, peut-être un peu concrètement. La première, c'est de ne pas dissocier artificiellement les différentes formes de répression. Pour moi, il faut que la répression qui s'abat aujourd'hui, par exemple, contre les militants syndicaux et contre les travailleurs, soit prise en tant que telle comme une répression, je veux dire, au même titre que celle qui s'exerce contre les militants écologistes, contre les militants dans les manifestations, ou contre les personnes qui s'opposent aux violences policières. Je m'explique. Il me semble qu'un des enjeux fondamentaux auxquels on assiste à très court terme, c'est la vague de répression qui s'abat sur des milliers en fait, de travailleurs qui se sont battus l'année dernière, que ce soit pour leur salaire ou que ce soit contre la réforme des retraites. On assiste pour moi à un revanchisme patronal d'une brutalité extrêmement saisissante. Je pense qu'ils sont en train de se préparer pour les JO. Et on voit partout, dans des implantations pourtant syndicales très fortes, que ce soit à l'aéroport de Roissy, que ce soit dans l'Est, dans un groupe de l'agroalimentaire qui s'appelle InVivo, et en particulier dans la société Neuhauser, que ce soit chez EDF, que ce soit dans les raffineries, où il y a main dans la main le patronat et l'État qui répriment par des mesures de licenciement, des mesures de sanctions et parfois des convocations pénales en fait dans les commissariats avec des menaces de poursuite. Et pour moi, il y a un enjeu fondamental à ce que cette question-là soit à l'agenda du plan de bataille de toutes les organisations syndicales, mais aussi toutes les organisations politiques et associatives. Pour moi, un des deuxièmes enjeux, c'est d'articuler ça avec la répression qui touche pour le coup les quartiers populaires et les populations musulmanes et assimilées. Il faudrait demander le retrait de toutes les lois qui ont permis ce type d'offensive, qu'il s'agisse de la loi séparatisme, qu'il s'agisse de la loi sécurité globale, et qui aboutit aujourd'hui à la dissolution massive de tout un tas d'organisations. Mais il faut aussi demander l'amnistie de tous les jeunes qui se sont révoltés après la mort de Naël, puisque encore aujourd'hui, certains, parfois des tout jeunes adultes qui ont à peine 18 ans, sont en détention pour des faits qui peuvent être du recel de vol d'un objet complètement trivial. Et je pense que c'est une des revendications que, de la même manière, des organisations politiques et syndicales devraient prendre en charge, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation aujourd'hui. Je pense qu'il faut demander également la libération de tout ce qui pourrait être considéré comme des prisonniers politiques, qu'il s'agisse des Gilets jaunes, de militants antifascistes, de militants écologiques, mais aussi de Georges Ibrahim Abdallah, qui, je le disais, est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Et enfin, prendre à notre compte le problème de la question carcérale, questionner ce que c'est que cette institution, se réapproprier tous les travaux qui ont été réalisés dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, qui permettent d'en faire un enjeu à l'échelle la plus large possible pour remettre en cause ce qui apparaît en fait comme un mode normal de gestion des rapports sociaux, alors que c'est en réalité un outil de terreur de secteurs entiers de la population. Et enfin, je pense que le mouvement syndical, le mouvement politique et le mouvement associatif doivent prendre en charge la question immédiate du retrait de toutes les lois répressives accumulées depuis 2016, parce que c'est un outil fondamental pour, en réalité, dégrader les conditions dans lesquelles des secteurs entiers de la population sont amenés à lutter, parce que la crise dans laquelle est engagé le système capitaliste ne fait que s'aggraver, l'inflation ne fait qu'exploser, le chômage se massifie, et les crises sont amenées à se perpétuer. Et c'est précisément pour ça que l'État en France et plus généralement à l'échelle internationale a une longueur d'avance pour savoir comment il va être en mesure de mater les révoltes qui arriveront. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est une des tâches fondamentales des avocats, des juristes et de l'ensemble des militants du mouvement social. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire quelques-uns des ouvrages suivants, à commencer par Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression de Victor Serge, La lettre aux camarades emprisonnés de Lénine. Et sur Lénine en particulier, si vous voulez connaître son œuvre, sa pensée, son rôle dans le mouvement révolutionnaire, je vous invite à lire le Découvrir Lénine, publié par Marina Garisi aux éditions sociales. Il faut aussi penser à
l'ouvrage de référence de Marcel Villard, La défense accuse, un avocat du Parti communiste des années 50 qui revient sur quelques-uns des grands éléments que j'ai pu décrire. Et si tout ça vous intéresse, mais que vous ne voulez pas seulement en discuter ou y réfléchir, mais que vous voulez contribuer à transformer la société, je vous invite à militer et à contacter Révolution Permanente. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve tout de suite pour les questions. Et bonjour à toutes et à tous. On est en live, on est avec Elsa, Marcel. Bonjour. Elsa. On va poser quelques petites questions. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les transmettrai à Elsa. Donc après cette masterclass pendant laquelle tu nous as rappelé un peu l'importance de repolitiser son rapport au droit, et tu as surtout pointé du doigt le fait que pendant tes études, pendant ton cursus universitaire, on t'a pas transmis cette culture révolutionnaire du rapport au droit. Est-ce que tu peux, pour commencer ce petit entretien, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont tu t'es politisé, dont tu t'es inscrit dans cet héritage révolutionnaire pour ta pratique du droit ? Je pense que le fait qu'on ne transmette pas ou qu'il y ait une espèce d'inconnu absolu sur, par exemple, la théorie marxiste du droit, c'est un problème plus général qui est lié, je pense, à l'offensive idéologique néolibérale extrêmement importante à laquelle on assiste notamment depuis les années 90 et ce triomphalisme néolibéral avec il n'y a pas d'alternative de Margaret Thatcher et en fait... Le communisme, c'est Staline, les goulags, les millions de morts, et vous ne pouvez rien espérer de mieux que ce système capitaliste et les démocraties libérales. Et c'est le travail vraiment d'une offensive tant économique, matérielle, avec des grandes attaques contre la classe ouvrière et dans la production d'un discours idéologique. Et il y a cet adage-là du philosophe Jameson qui dit que c'est devenu plus facile aujourd'hui de penser la fin du monde que la fin du système capitaliste. Et je pense que ça s'exprime à tous les niveaux. Et en particulier, évidemment, à la manière dont sont transmis les enseignements à l'université sur les questions juridiques, bien sûr, mais aussi, évidemment, sur les questions économiques, politiques, et à tous les niveaux de l'enseignement. Enfin, le marxisme, c'est au mieux une page avec une caricature un peu ridicule, avec un vieux bonhomme qui vous explique qu'il y a les méchants, c'est les bourgeois, et les gentils, c'est la classe ouvrière. Au pire, une calomnie absolue. Alors qu'en réalité, en particulier sur les questions juridiques, puisqu'effectivement c'est mon domaine, c'est une théorie, une pensée politique, mais pas seulement, c'est aussi un guide pour l'action d'une richesse et d'une finesse absolument inégalée et qui permet en réalité de comprendre comment le droit, c'est pas juste une science abstraite, technique, au-dessus des affrontements en fait réels, mais c'est le produit de rapports de force et il y a besoin d'une compréhension en fait globale de cette mécanique-là. Et moi, je me suis politisée comme plusieurs jeunes de ma génération, en particulier en 2016, avec le mouvement contre la loi travail, où je pense que pour les jeunes de mon âge, moi j'ai commencé à militer un tout petit peu avant, une année et demie avant, dans un contexte où précisément c'était l'état d'urgence, c'était beaucoup plus à contre-courant, il y avait la répression extrêmement forte de la COP21 à l'époque avec des centaines de personnes en garde à vue, et puis il y avait vraiment ces premières offensives antidémocratiques très très fortes. Et moi, quand j'ai commencé à militer, je me rappelle de manifestations assez tristes où on était un tout petit nombre avec des banderoles sous la pluie contre l'état d'urgence. Et en fait, quelques mois après, il y a eu cette grande explosion sociale qui a été pour les jeunes de ma génération une première expérience très 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 intense, en fait, à la fois de lutte dans les universités, d'opposition au Parti socialiste. C'était la rupture de toute une génération du peuple de gauche avec les illusions dans le Parti socialiste. C'était aussi des grèves très importantes. Moi, je me souviens être allée au Havre avec des délégations d'étudiants en grève pour soutenir les dockers, pour soutenir tout un tas de blocages de maîtres rendus sur... je pense qu'il y a peut-être des gens qui s'en rappelleront, mais avec des camarades de Tolbiac, on était nuit et jour sur le piquet de grève de la gare d'Austerlitz. Et je pense que comme tout un tas de jeunes, on a fait l'expérience à cette occasion à la fois, en fait, le niveau de décomposition du régime, du bipartisme, le visage du hollandisme, l'accumulation des 49-3, les trahisons absolues. Enfin, tout le monde se rappelle de François Hollande, mon ennemi c'est la finance, puis en fait d'une des offensives anti-ouvrières les plus importantes des dernières années, et puis aussi de la répression. On a eu des manifestations extrêmement réprimées, des offensives très brutales, et je pense que ça a été le début, en tout cas pour moi,
d'une succession d'affrontements. Donc, 2016, loi travail, 2018, la bataille du rail, la loi ORE, les gilets jaunes, la réforme des retraites 1, la réforme des retraites 2, qui nous impose aujourd'hui de penser des réponses politiques d'ensemble, de puiser dans l'héritage révolutionnaire de notre classe, des classes populaires, pour en fait s'affronter jusqu'au bout avec ce qui reste de ce système aujourd'hui très en difficulté, quoi. Et pour puiser dans cet héritage révolutionnaire, tu pars d'une figure qui est extrêmement importante dans la gauche radicale et qui, on dirait, revient un petit peu aujourd'hui. Il y a un peu une mode qui est Lénine. Pourquoi sortir cet homme qui peut paraître peut-être poussiéreux un petit peu pour beaucoup de gens? Pourquoi toi, tu le considères très important, toi et les camarades avec qui tu milites Oui, avec Révolution Permanente, mais on n'est pas les seuls. On a essayé un peu de remettre à l'honneur la pensée et la pratique de Lénine à l'occasion du centenaire de sa mort. Et peut-être, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, il y a deux terrains de discussion, un terrain de stratégie plus générale et après un terrain sur les questions juridiques et judiciaires et de répression qui, pour moi, est aussi spécifiquement important et de la même manière, c'est très méconnu. Mais pour commencer, je pense qu'effectivement, Lénine, c'est un des théoriciens de ce qu'on a appelé l'impérialisme. Et pour le synthétiser d'une formule peut-être qui se comprend, qui dit que c'est une époque de crise, guerre, révolution. Et aujourd'hui, on est en mesure de voir que, effectivement, bien sûr, la période a changé pour tout un tas de raisons. Néanmoins, qu'on assiste aujourd'hui à une crise extrêmement profonde du régime capitaliste, au durcissement de tout un tas de régimes partout dans le monde, en réalité, au renouveau des guerres. Enfin, il y a une guerre, évidemment, on discute évidemment de ce qui est en train de se passer à Gaza, mais aussi la guerre en Ukraine, qui est aux portes de l'Europe aujourd'hui, et de comment est-ce qu'en réalité, ce révolutionnaire russe condense à la fois une expérience extrêmement avancée du renversement du capitalisme, mais aussi l'héritage d'une stratégie fondée sur le pouvoir des travailleurs, des femmes, des classes populaires unis, et surtout dire de manière très claire que l'héritage de la révolution russe et de cette révolution victorieuse n'a absolument rien à voir avec la caricature bureaucratique et stalinienne qui en a été après. Et l'outil de Lénine aujourd'hui, c'est comprendre comment c'est quelque chose qui nous permet de penser actuellement la révolution à partir des exemples du passé. Et sur le terrain de la répression, moi, si je l'ai évoqué dans le topo, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup, c'est que Lénine, c'est aussi celui qui a permis la construction d'une organisation dans une période extrêmement répressive. La Russie tsariste, c'est la police politique, la répression, l'incarcération, la persécution politique à un très très haut niveau. Et je pense que son apport, il est très intéressant sur ce terrain, puisque, je le disais, les techniques anti-répression, c'est important, mais il faut comprendre dans quel contexte ça se place. Et en fait, avant nous, on parle de Lénine, mais je veux dire, les bolcheviks, il y a un texte très intéressant que j'ai trouvé en fouillant un peu, que peut-être vous pourrez retrouver, qui s'appelle « Les bolcheviks face à leurs juges », et qui montre que déjà, et même avant, les populistes russes, qui sont les prédécesseurs un peu des bolcheviks, ont eu toute une réflexion extrêmement avancée sur comment militer, comment faire de la politique, comment s'organiser quand il y a ce niveau de répression. Et je pense que c'est une inspiration aussi pour nous, dans un contexte où beaucoup de gens peuvent vivre cette répression-là comme quelque chose d'extrêmement angoissant, démoralisant, inquiétant, qui en fait leur donne toutes les raisons du monde pour ne pas militer, puisqu'effectivement ça peut être risqué tout un tas de choses, la garde à vue, l'interpellation, je veux dire la poursuite judiciaire, le licenciement, mais de montrer que dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, il y a tout un tas de militants, de militantes qui se sont affrontés aussi à la répression et qui nous ont laissé une analyse, une expérience, un discours et qui sont très intéressants à reconvoquer aujourd'hui. Bon, après cette petite introduction qui était évidemment primordiale, on va prendre une petite question du chat, on va revenir dans des choses un peu techniques, on va un peu jongler entre le technique et le philosophique ce soir. Donc on a Nardax qui nous demande, pourriez-vous donner quelques précisions sur le cadre juridique du contrôle d'identité? Donc qu'est-ce qu'on peut dire du contrôle d'identité en général? Est-ce que tu aurais, alors peut-être des tips bien sûr, mais aussi peut-être une manière d'appréhender cet acte juridique, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Est-ce que les contrôles ont augmenté? Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ce contrôle d'identité? Pas que les tips juridiques, même s'il faut revenir dessus, bien sûr. Le problème du contrôle d'identité, c'est que c'est effectivement formellement encadré par le Code de procédure pénale et qui exige qu'il y ait un certain nombre d'indices
ou de situations dans lesquelles on puisse procéder à un contrôle d'identité qui sont en fait l'indicateur que la personne est sur le point ou pourrait ou qu'il y a des éléments objectifs qui permettraient de penser qu'il y a un risque de commission d'une infraction et ça doit être normalement étayé, vérifié, c'est-à-dire que il y a effectivement un article du Code de procédure pénale qui encadre les modalités de ce type de contrôle, avec la difficulté évidente qui existe en pratique et qui est par ailleurs un sujet politique très récurrent, qui est celui évidemment du contrôle au faciès et de la persistance et la régularité de contrôle d'identité envers effectivement certains secteurs de la population, évidemment racisés, où on est censé effectivement, il y a des outils qui permettent, en théorie dans le Code de procédure pénale, je pense qu'il faut les connaître, de s'opposer à un contrôle d'identité arbitraire. La réalité, c'est qu'en pratique, ça se règle beaucoup au rapport de force. Et je pense que peut-être les discussions autour d'effectivement des critères de contrôle d'identité que je disais, ils sont à mon avis aussi à mettre en perspective avec tout ce qui a beaucoup fait l'actualité. Donc il y a non seulement le problème du contrôle au faciès, mais je veux dire de ce qu'on a appelé au fur et à mesure les refus d'obtempérer. Et qui sont, le produit d'une loi de 2017 dont on a beaucoup discuté effectivement à l'occasion du meurtre de Naël au début de l'été, mais qui sont effectivement qui ont eu une conséquence directe, puisque je veux dire c'est une augmentation par 5 des violences policières et des infractions policières liées à cette occasion-là, et où je veux dire que le refus d'obtempérer, pour moi, c'est aussi une infraction qui a été créée qui permet de se couvrir quand, parfois, des violences ont été commises, quoi. Et je veux dire, ça fait partie de toutes ces infractions où il y a un écart très important entre la manière dont c'est encadré dans le Code de procédure pénale et la pratique qui s'impose dans les relations quotidiennes qu'ont des secteurs importants de la population et la police, quoi. Et en France, on a, pour essayer de contrôler ces choses-là, et notamment les nouvelles lois qui sont éditées, des garde-fous, qui sont par exemple le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. On a pu observer que l'inflation un peu répressive qu'on connaît en France depuis 2015, que tu expliquais dans la masterclass, avec l'état d'urgence, la loi séparatiste, la loi renseignement, la loi sécurité globale, etc. On a aussi pu observer une sorte d'inflation aussi des censures de la part du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, avec notamment une grosse censure, la dernière, autour de la loi immigration. Qu'est-ce que tu peux dire de ces garde-fous ? Est-ce que ce sont vraiment des garde-fous ? À quoi servent-ils ? Quelle critique peut-être tu pourrais en faire ? Moi, c'est vrai que j'ai un regard, je pense, un peu différent, encore une fois, de celui qu'on nous a appris en cours de droit constitutionnel dans une licence de droit à l'université, parce que déjà, je pense que, de manière générale, l'institution judiciaire, et après je détaillerai plus sur le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, mais moi je trouve que c'est incroyable de se rendre compte à quel point est-ce que l'institution judiciaire a une incidence extrêmement importante sur la vie des gens, c'est-à-dire que les juges, c'est des personnes qui ont littéralement la capacité de décider que quelqu'un aille en prison, relaxer tel ou tel patron, c'est des incidences énormes, et il n'y a absolument aucun contrôle démocratique sur les décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mandat. Un député, on pourrait imaginer, et encore, moi c'est pour ça que je défends par exemple la révocabilité des mandats pour les élus, c'est-à-dire que la possibilité qu'il y ait un contrôle direct de la population, mais je veux dire, les juges, si un juge il a envie pendant 100% de sa vie de rendre 100% de décisions favorables à un employeur, il peut le faire, personne ne lui demandera des comptes. Et par exemple, pour le Conseil constitutionnel, c'est des personnes qui ne sont élues par personne, qu'on appelle les sages, etc., mais sur lesquels il n'y a absolument aucun contrôle démocratique, des anciens chefs d'État, etc., et qui ont une capacité de censurer des lois qui, par ailleurs, sont issues de l'Assemblée nationale, et on présente ça beaucoup comme une garantie démocratique, mais en réalité, c'est surtout un mécanisme, c'est un peu le filet de sécurité, quoi. C'est-à-dire qu'en potentiel, ça peut totalement servir, effectivement, à contredire une loi avec laquelle ils auraient une opposition pour X ou Y raison, parce que la réalité, c'est qu'en pratique, très souvent, c'est intéressant de voir tout ce qui s'est passé autour de le débat sur la loi immigration, tu l'as rappelé, mais en fait, c'est assez symptomatique, puisque le gouvernement est sorti ravi de cette décision, puisque l'un dans l'autre, c'est son projet de loi un petit peu plus durci, et surtout avec en plus une logique qui était de dire que c'était même pas une censure sur le fond de la loi, c'était même pas une censure sur le fait de dire que c'était contraire
principe d'égalité, que c'était une loi raciste, qu'on introduisait la préférence nationale, etc. C'était sur un critère de compétence. Donc on voyait que ça permettait vraiment de A à Z de sauver la face du gouvernement, que plus personne, qui perde le moins de plumes possible, tout en validant un projet de loi qui, in fine, était plus dur que celui qui avait été initialement adopté. Et je veux dire, ça se vérifie dans tout un tas de situations. Moi, je pense par exemple au Conseil d'État et à l'annulation de la dissolution des soulèvements de la terre, qui est évidemment une nouvelle dont il faut se féliciter. Et j'en suis... je pense que c'est quelque chose de très bien, mais je pense qu'au moment où cette décision a été annoncée, on a un peu oublié de dire que dans le même temps, ils ont validé la dissolution d'autres groupes sur des motifs extrêmement graves, des groupes de gauche, et sur des motifs qui étaient de valider les atteintes aux biens comme étant un fondement potentiel de dissolution. Donc je veux dire, pour moi, c'est un rôle très politique et qui sert aussi à un peu, finalement, sauvegarder le régime en crise, quoi, et à lui donner un vernis démocratique qui permet de lui reconstruire une légitimité en peine. Et quand on voit la manière dont ça s'est passé autour de la loi d'immigration, c'est finalement le Conseil constitutionnel qui est venu stabiliser cette crise énorme qui avait existé autour du fait que d'abord, la loi avait été rejetée, puis qu'elle avait été de toute évidence adoptée grâce au RN, ce qui, localisait la majorité de manière un petit peu délicate, etc. On voit qu'en réalité, le Conseil constitutionnel, il vient presque lisser cette crise-là pour finalement proposer un projet de loi qui est, in fine, tout à fait conforme aux attentes du gouvernement. Donc je pense qu'il faut une lecture un peu plus fine, si je peux me permettre, du rôle que jouent ces supra-instances judiciaires composées de membres élus par personne, avec un mandat démocratique nul, avec des prérogatives qui ne sont pas en fait la traduction des aspirations des classes populaires. Ça s'est vu au moment de la réforme des retraites. Il y avait 94% des actifs opposés à la réforme. La réalité, c'est que le Conseil constitutionnel a dit « Pour moi, cette loi, elle est parfaite ». Donc, je pense qu'il faut comprendre ces outils-là de manière beaucoup plus nuancée que le fait qu'il y aurait des garde-fous démocratiques qui seraient les sages, dans leur tour, en train de dire oui, non, c'est bien, c'est pas constitutionnel, ça respecte les libertés fondamentales. Je pense que ça joue un rôle beaucoup plus politique que ça. Tu parlais d'un État en crise, tu parles d'un pouvoir exécutif qui, effectivement, a une perte de légitimité. Je pense que ça, c'est un peu évident pour tout le monde, et on le voit dans tous les mouvements sociaux qui marquent l'actualité depuis des années maintenant. Pourquoi tu considères, et tu l'as montré par la masterclass, que le contexte politique autour de la décolonisation, autour de mai 68 est important à remobiliser aujourd'hui? Est-ce que tu considères qu'il y a des comparaisons qu'on peut faire? Et notamment, pourquoi tu considères que les figures un peu juridiques de ce moment-là te semblent particulièrement pertinentes à remobiliser aujourd'hui? En fait, la première chose, c'est quand je cite ces figures, entre guillemets, je les cite pas comme pour eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois, c'est le produit d'un contexte, d'une situation, de l'influence d'une idéologie. Et on voit que moi, je suis beaucoup plus intéressée par le Henri Leclerc des années 70 que par le Henri Leclerc qui prend le train du mitterrandisme et finalement qui emboîte le pas au Parti socialiste. Néanmoins, je pense que la production de ce type de personnalité, c'est, comme je le disais, le produit d'un mouvement de masse, en fait, d'une transformation des formes de pensée, d'une ouverture des possibles, d'un débat idéologique. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que on arrive à la crise, en fait, du potentiel hégémonique des démocraties libérales. Et t'évoquais la question des avocats de la décolonisation. Moi, peut-être quelque chose qui me marque dans la séquence à laquelle on assiste, c'est qu'il y a une répression effectivement très forte de la solidarité avec le peuple palestinien, et j'évoquais notamment les interdictions de manifester, mais je pense que cette répression, elle est à l'image de la difficulté pour le gouvernement français de produire de l'adhésion à sa politique internationale, dans un contexte où il y a un génocide ouvert, où des organisations, y compris comme la Cour internationale de justice, expliquent qu'il y a un risque de génocide, où même des rapporteurs de l'ONU ont une position différente de celle de la France, la brutalité avec laquelle elle cogne les militants pro-palestiniens et leurs divers soutiens, c'est aussi parce qu'il y a une énorme difficulté à produire de l'assentiment et que c'est très dangereux. Et je pense que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en France, dans tout un tas de pays, il y a en potentiel une génération de jeunes qui est en train de se politiser
en solidarité avec Gaza, mais aussi contre son propre impérialisme, contre son propre gouvernement. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui n'avait pas existé à cette échelle-là depuis des années. Et c'est en ce sens que le rôle pour moi des militants politiques, c'est aussi de tisser les fils de continuité, de tirer les fils de continuité entre les éléments de la situation actuelle et les héritages stratégiques, théoriques, politiques des militants avant nous qui ont fait l'expérience de ces différentes formes de lutte pour apporter une réponse d'ensemble à la crise du système capitaliste à laquelle on fait face. Parce que je le disais, c'est une crise, multifactorielle. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder aussi le niveau d'inflation. Je veux dire, la pauvreté dans laquelle, en fait, est plongé un secteur très important de la population, y compris de travailleurs, salariés, etc. Je veux dire, il y a, à mon avis, l'ensemble de ces coordonnées qui montrent que, bah oui, les perspectives, je veux dire, de lutte révolutionnaire qui ont existé jusqu'à, en fait, assez récemment, quand on regarde l'immense vague des années 70, à l'échelle à l'échelle de l'humanité, c'est un temps très rapproché. Et le fait que ça nous paraisse aussi loin, c'est plutôt le travail idéologique conscient des classes dominantes qu'une réalité objective. Et précisément, je pense que la tâche de toutes celles et ceux qui sont opposés, en fait, à la société qu'on nous propose, c'est de réussir à montrer, en fait, que c'est pas une hérésie ou une lubie folklorique, mais qu'au contraire, c'est une tâche concrète, politique, qui se réfléchit, qui se confronte à chacune des épreuves de la réalité, que ce soit dans une grève, dans une lutte, mais tout ça qui permette aussi de comprendre la dynamique plus générale, quoi. On va retourner avec le chat, on va essayer de se projeter un petit peu. Je vais mixer deux questions. On a Chatterley et Paminondas qui nous dit une idée, créer une structure qui éditerait un cahier des charges d'une justice démocratique, genre norme AFNOR, et proposer de les délivrer un label, les combattre avec un de leurs outils. Et je vais mixer ça avec la question de Joseph Iturbi qui nous dit comment verriez-vous une organisation de la justice dans une 6e République? Donc, on va mixer les deux questions. Qu'est-ce qui pourrait être les éléments? On va pas te demander de faire une constitution maintenant, mais quelques éléments, quelques outils qui pourraient être mis en place pour qu'on ait un autre rapport à la justice dans un futur lointain où les choses iraient mieux. Donc, on a parlé notamment avant cet entretien de la question de la sécurité sociale pour la justice. Ça peut peut-être être le début d'un renouveau du rapport à la justice. En fait, je pense qu'il y a plusieurs plans de discussion. Il y a un plan plus de revendication immédiate, d'urgence. Et après, il y a un plan plus stratégique qui est celui qui est évoqué notamment par la dernière question, de dire la justice, une 6e République. Moi, c'est pas exactement le cadrage avec lequel j'envisage les choses, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais effectivement, t'évoquais la sécurité sociale, je le disais comme ça, mais et je pense qu'il y a très peu ces discussions, moi, je trouve, en général, moi, je suis surprise, on va dire, du fait que là, pour moi, c'est assez peu discuté le niveau de violence qui peut être subi dans un tribunal. Et je pense qu'il y a des revendications un peu immédiates, je le disais, qui étaient discutées dans les années 70, qui étaient de dire, mais en fait, il faudrait tout simplement nationaliser le travail des avocats, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit comme les médecins, qui aient une sécurité sociale, et qu'en fait, toutes les personnes qui ont besoin d'un avocat, parce qu'en fait, ça se choisit pas dans la majorité des cas. On est contraint quand on est poursuivi, quand on est menacé d'expulsion, etc. Et je pense que déjà, ça changerait ces conditions matérielles d'exercice, elles changeraient beaucoup de choses, parce que je pense que si tout le monde était payé, tous les avocats étaient payés avec par une sécurité sociale et conventionnée, il y aurait beaucoup moins de monde pour défendre les patrons. Parce que du coup, il faudrait vraiment le faire par conviction, et ça, je pense qu'il y en a quand même moins. Et on voit comment est-ce qu'effectivement, les conditions matérielles d'exercice, elles impactent aussi les choix idéologiques, évidemment. Mais plus profondément sur la justice, moi, je pense, comme je le disais, que la justice, c'est pas une institution neutre, séparée des contradictions sociales qui traversent la société. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que c'est une justice de classe. Pour moi, évidemment, elle a pour objectif principal de maintenir en fait les rapports de domination et d'exploitation qui existent dans cette société, et elle frappe beaucoup plus durement des personnes déjà dont elle craint la révolte et de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Enfin, je veux dire, il faut voir de quoi sont remplies les salles de comparution immédiate, mais c'est quand même terrifiant. Enfin, beaucoup de très jeunes adultes issus de quartiers populaires, quasi exclusivement des personnes racisées. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça joue un rôle de contention sociale et de terreur sociale aussi important. Et je pense que c'est pour ça que ce serait difficile de penser de manière abstraite une justice
sans une transformation très profonde des rapports sociaux. Et moi, je pense que dans un contexte où, évidemment, je veux dire, on aurait mis fin à l'exploitation de millions de travailleurs et de travailleuses par une minorité de personnes qui détiennent la capacité de vivre du profit que le travail rapporte, etc. En fait, les questions se poseraient très différemment parce que déjà, il y aurait beaucoup moins de violence. Enfin, je veux dire, même toute la violence qu'on décrit, elle est, je veux dire, très fortement motivée par les inégalités sociales et par les injustices et par le fait que certains n'ont rien et d'autres ont tout. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'il y aurait besoin d'outils de régulation des rapports sociaux, mais qui pourraient être non pas un corps séparé, formé dans une école spécifique, etc., mais quelque chose sur lequel il y aurait un contrôle démocratique avec des personnes, en fait, je veux dire, qui savent ce que c'est, enfin, qui sont, je veux dire, comme n'importe quel travailleur, qui pourraient être juges un jour, mais reprendraient leur travail le lendemain, avec des mandats élus, avec des mécanismes de contrôle démocratique, etc. Mais ça ne peut se penser évidemment que dans un contexte où il y a une transformation profonde des rapports sociaux, une réorganisation sociale d'ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'est difficile de penser des réformes de la justice ici et maintenant sans bouleversement en fait général, parce que c'est utopique en fait. C'est quelque chose qui, voilà, je veux dire, la justice dans une société à ce point inégalitaire et à ce point violente ne peut jouer que ce rôle-là, quoi. Et on en parlait un petit peu avant, tu me disais que cette question un peu de, entre guillemets, ce qu'on appelle là comme ça la sécurité sociale pour la justice, posait problème à beaucoup de gens, des avocats, mais peut-être des magistrats, parce qu'il y avait une sorte de rupture d'indépendance vis-à-vis de l'État. Et on a notamment Châtelier et Paminondas qui nous redit sur le chat que pense-t-elle de se battre pour une indépendance des parquets. Elle met juste en dessous, au moment des Gilets jaunes, Belloubet a demandé au procureur d'être percutant. Donc je mets ça en rapport parce que j'en ai l'impression que l'institution judiciaire aime beaucoup proclamer son indépendance et sur beaucoup de points, en fait, elle est extrêmement liée à l'État, que ce soit ne serait-ce que pour ses budgets de fonctionnement et on sait déjà que c'est dans une situation très compliquée de ce côté-là. Et même au niveau des parquets, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu des parquets, peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne rapidement et est-ce qu'on doit se battre pour l'indépendance des parquets? Alors, oui et non. Parce que d'un côté, évidemment, le fonctionnement de la justice en France, je veux dire, peut par ailleurs est aussi une forme d'anomalie ou en tout cas de surprise européenne. Hein. Enfin, je veux dire, le parquet, pour ceux qui ne se situent pas forcément, c'est le représentant de l'État qui assiste au procès, c'est celui qui poursuit. Et puis, on distingue effectivement les magistrats du siège, qui sont ceux qui vont rendre leurs décisions, des magistrats du parquet, qui sont ceux qui vous accusent, c'est le procureur. Et effectivement, il y a les gilets jaunes, mais les indications au parquet des différents gardes des Sceaux, c'est constant. C'est-à-dire que pendant les révoltes de Naël... Pardon ? On l'a vu avec Naël encore. Oui, voilà. Il y a eu les circulaires Dupond-Moretti qui appelaient à des réponses pénales extrêmement fermes et au déferrement systématique des mineurs. Donc, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est-à-dire que, bon, il y avait cette circulaire, etc. Pareil, pendant le mouvement de solidarité avec la Palestine, là, enfin, je veux dire, c'est pareil, il y a des circulaires sur comment traiter, etc. Et je pense que les parquetiers pourront vous dire, mais rien à voir, c'est une indication d'ordre général, nous, on n'est absolument pas contraints de les appliquer, etc. Donc, deux choses. La première chose, c'est qu'évidemment, je veux dire, le représentant de l'État est à l'audience, donne son avis, a tous les moyens de peser dans le débat. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, c'est une entrave, enfin une atteinte à l'indépendance de la justice en soi. Mais après, comme je le disais, le problème, c'est que sans résoudre les dynamiques sociales plus profondes qui font que la justice joue un rôle de contrôle en fait politique des secteurs qui en fait auraient tout intérêt à se révolter. Enfin, je veux dire, la prison, pour comprendre ce que c'est, pour moi, c'est un outil de torture blanche de masse, quoi. C'est un outil de terreur qui permet, en fait, je veux dire, c'est un niveau d'abomination, l'univers carcéral, qui est même difficilement imaginable dans une société démocratique, libérale, etc. Je veux dire, c'est un niveau d'oppression physique, psychologique, traumatique c'est hallucinant d'infliger ça à quelqu'un, en fait. Et c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'on manque de moyens.
c'est parce que ça joue un rôle idéologique et politique indispensable pour faire en sorte que tous les jeunes, etc., qui ont rien à perdre, qui en fait, ont d'énormes difficultés sociales, qui croient en rien, etc., ils soient terrorisés du fait de se révolter parce qu'on va les foutre au trou pendant des années. Donc je veux dire, le problème, c'est que ça, même s'il n'y avait pas de parquet, je pense que tant qu'il y aura des masses de pauvres et des minorités de riches, on aura besoin d'outils de contrôle sociaux violents. Et ça, on ne pourra pas y échapper, comme je le disais, sans transformation des rapports sociaux et économiques, quoi. Et pour s'engager dans ces transformations, il existe la lutte, malheureusement, il n'existe que ça. Et tu parlais de la prison, c'est intéressant parce que tu l'évoques dans ta masterclass, qu'il y avait une grande mobilisation autour de la question des prisons à une époque, dans les années 70, avec le collectif d'action judiciaire et des figures intellectuelles qui sont restées, Michel Foucault par exemple. On a l'impression qu'effectivement ces questions ont un peu disparu. Et on a des questions notamment de Rosa qui nous dit comment on peut lutter concrètement dans la situation dans laquelle on vit. Et il cite notamment sur la justice d'exception appliquée aux gardes des Sceaux, donc des éléments, est-ce qu'on peut lutter contre ça? Et il cite aussi la détention de Georges Ibrahim Abdallah, qui est un sujet qui te tient énormément à cœur avec Révolution Permanente, mais aussi à titre personnel. Et effectivement, toi, via le collectif militant Révolution Permanente, tu as créé un collectif d'action judiciaire qui participe à ces luttes quotidiennement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'inscris concrètement dans cette volonté de transformation profonde que tu appelles de tes voeux, des structures sociales, et notamment toi, par ta spécificité, sa spécialité qui est le droit? Sur le collectif d'action judiciaire, donc c'est la question. Ou sur tout. Tu peux la prendre comme tu veux. Tu peux commencer par Abdallah, tu peux commencer par le collectif d'action judiciaire. Peut-être c'est pas, enfin, t'évoquais les années 70 et tout, je pense que c'est plutôt le groupe d'information prison je me suis trompé, pardon. Ouais, voilà, collectif d'action judiciaire, c'est nous. Et après, tu parlais peut-être du mouvement d'action judiciaire. Et effectivement, nous, on s'est nommé comme ça en guise de clin d'œil à ces organisations-là. Mais le groupe d'information prison, effectivement, enfin, je veux dire qui a, comme je le disais, accordé beaucoup d'importance à la question carcérale. Et il y a une production politique, théorique extrêmement riche, et puis aussi des récits de prisonniers. Enfin, je veux dire, il y a énormément de carnets de prison qui sont, à mon avis, très importants à lire pour prendre la mesure un peu de ce dont on parle, en fait, quand on parle de l'univers carcéral. Et effectivement, la situation de Georges Ibrahim Abdallah, je l'évoquais aussi, elle est importante de ce point de vue. D'ailleurs, il y avait un grand meeting qui était organisé parce que c'est sa 40e année de détention. C'est sa dernière demande, enfin la plus récente demande de libération. Il vient d'en déposer une nouvelle. Meeting qui a été interdit par la préfecture puisque c'était dans le contexte général de la vague d'interdiction massive d'à peu près tout ce qui parlait de la Palestine. Et donc, on est dans le nouveau mois en fait de solidarité et d'action avec Georges Ibrahim Abdallah, avec une manifestation qui est appelée devant la centrale de sécurité de Lannemezan le 6 avril. Donc, pour le dire de manière extrêmement concrète et immédiate, participer à cette manifestation et réclamer la libération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est un événement important. Et peut-être pour articuler avec le reste, je le disais, mais oui, enfin, pour moi, la détention de Georges Ibrahim Abdallah, c'est une question démocratique d'ordre général. C'est même pas une question de solidarité avec la Palestine, c'est même pas une question de est-ce qu'on partage ou pas ses positions politiques, son activité, etc. C'est une question d'ordre démocratique dont devrait se préoccuper l'ensemble de la gauche syndicale et politique, au même titre que quand les militants de la solidarité avec la Palestine sont poursuivis, les écologistes ou d'autres. Je veux dire, c'est assez... ça ne concerne pas que la position qu'ils défendent ou leur avis sur telle et telle question. C'est une offensive démocratique d'ensemble. Je veux dire que si elle est utilisée aujourd'hui contre les manifestants en lien avec la Palestine, elle sera évidemment généralisée à l'ensemble du mouvement social et des organisations syndicales. Et c'est pour ça que, pour répondre de façon immédiate et après peut-être plus générale sur le collectif d'action judiciaire, moi je pense qu'il faudrait, un mouvement unitaire très 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 large, je veux dire qui implique les organisations syndicales, politiques, associatives, qui demandent l'abandon des poursuites contre des militants encore aujourd'hui convoqués, intimidés, etc.,
pour des propos qu'ils ont tenus en solidarité avec la Palestine, la libération de Georges Ibrahim Abdallah, l'amnistie des jeunes révoltés qui dorment en prison, certains pour des recels de camembert. Et je pense qu'il faut comprendre que c'est pas juste une question qui concerne les populations effectivement concernées par cette répression, mais c'est un enjeu démocratique élémentaire en fait de l'ensemble du mouvement social. Et après, du côté du collectif d'action judiciaire, nous, c'est effectivement un collectif d'avocats, de juristes, de travailleurs associatifs qui a plusieurs objectifs. Mais le premier, et c'est peut-être ce que j'essayais d'exprimer dans ce débat-là, mais c'est le fait de remettre la politique au centre des questions judiciaires et juridiques, de contredire l'idée que en fait, le droit, c'est une science technique, incompréhensible, pénible et je veux dire, en fait, technocratique, que personne ne maîtrise, alors qu'en fait, ça a une influence absolument quotidienne dans la vie de tout le monde, que ce soit parce qu'on veut signer un contrat de bail, parce qu'on finit en garde à vue, ou parce que, en fait, on a un problème avec quelqu'un de sa famille, de montrer comment est-ce qu'au contraire, nous, on doit faire un travail énorme de démocratisation du droit et d'explicitation des mécanismes politiques à l'œuvre. Et puis, c'est aussi un collectif qui pense que le travail central des avocats, des juristes, etc., il est aux côtés de la lutte des classes, en fait. Et pas qui déconnecte l'activité dans les prétoires, l'intervention judiciaire des dynamiques de lutte, et de dire que nous, effectivement, on prend parti de manière extrêmement claire pour un camp social qui est celui des classes populaires, des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse, des femmes et puis de l'ensemble des opprimés. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi sur le chat. L'émission sera en ligne sur YouTube, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, les questions-réponses sont en exclusivité pour nos abonnés. Après, vous pouvez consulter l'intégralité de la masterclass avec les questions-réponses sur YouTube. Merci beaucoup, Elsa. Merci. Et puis, soutenez Blast, et puis on se retrouve très vite. Merci beaucoup.